un camion poubelle de plastique qui est déversé dans les océans. C'est beaucoup. Océans et mers recouvrent 70% de notre planète et représentent 97% de l'eau sur Terre. Ils contribuent à la régulation du climat, nous nourrissent, abritent une biodiversité très importante. Or, l'élévation du niveau de la mer s'est accélérée ces dernières décennies en raison de la forte accrue de la glace dans les régions polaires. Selon les dernières données de l'Organisation météorologique mondiale, le niveau moyen de la mer est monté en moyenne de 4,5 mm par an entre 2013 et 2021, ce qui a de multiples conséquences, parmi lesquelles celle d'intensifier les cyclones tropicaux, de multiplier les tempêtes mortelles ou de réduire les côtes, voire de faire disparaître des îles entières. Les courants marins sont perturbés et interagissent alors avec le climat en aggravant le dérèglement. Un continent de plastique, des microplastiques, de la surface, la particularité du sang-froid, l'exploitation des ressources marines et sous-marines vont nous priver des équilibres réduits par les océans et de la biodiversité qui le respectent. Mieux les protéger est un impératif et c'est ce dont nous allons parler ce soir avec notre invité. Nous avons comme invité un petit Swan Beaulieu, qui est chargé de plaidoyer à l'association Blue, nous parlons de surpêche, et Marina Desi, qui est biogéochimiste, qui va nous parler un petit peu des équilibres sur notre planète Terre. À côté, nous avons des gens qui aussi également chercheurs et spécialistes en termes marins protégés, puis François Fay, qui est biologiste marine, spécialiste de formation, je fais court, parce que j'avais fait un plan de cordes à votre arc, et à côté de moi, Guillaume Saint-Denis, qui est actuellement responsable du plan bleu pour la Méditerranée, qui a un temps dans le cabinet ministériel. Voilà. Donc, pour lancer le débat, pour bien comprendre l'importance de l'océan, pourquoi tout est lié, de la santé de l'océan, je vais demander à Marina Levy, quel rôle joue l'océan dans les équilibres de notre planète Terre. Avant de répondre à votre question, je vais quelque part, en fait, je suis chercheuse active dans un laboratoire qui s'appelle l'Océan, qui est un laboratoire spécial de l'Institut Climat, qui fait partie de l'Institut de Climat, un laboratoire mieux de ça. Ici, c'est beaucoup mieux effectivement. On est un laboratoire qui contribue au scénario du siècle sur le changement climatique, avec un focus sur la composante océan, qui est donc une des composantes du système qui va jouer sur la régulation du climat. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'océan régule le climat. C'est en particulier le climat séquence, c'est ce qui se passe dans l'atmosphère, c'est ce qu'on ressent sur Terre. Ça pourrait aussi inclure ce qui se passe dans l'océan, d'ailleurs ça inclut aussi ce qui se passe dans l'océan, mais là on parle moins de climat quand c'est le temps. Mais en tout cas, l'océan va échanger avec l'atmosphère des quantités d'énergie, le vent qui va pousser les eaux, qui va faire des cyclones, etc., de la chaleur, et de l'eau aussi, sous forme de pluie et d'évaporation, et du carbone et de l'oxygène. Et donc, tout ça, ça s'échange entre l'océan et l'atmosphère. Et c'est pour ça que, quand ce sont des éléments qui jouent sur le climat, et qui sont dans les échanges sont contrôlés par l'océan, c'est pour ça que l'océan joue énormément sur le climat. Je vais vous donner peut-être 2-3 exemples pour illustrer ça. Le premier exemple, c'est que la planète a plus de chaleur près de l'équateur que pôle, et que l'océan et l'atmosphère vont tous les deux répartir cette chaleur entre l'équateur et les pôles, ce qui fait qu'en fait, les différences de température qu'on ressent à nos latitudes, le climat est un peu plus chaud que s'il n'y avait pas d'océan, parce qu'il a apporté une partie de cette chaleur. Donc, on dit que l'océan, le transport de chaleur par l'océan entre l'équateur et les pôles, c'est à peu près le même que celui qui est fait par l'atmosphère. Donc, ça, c'est déjà le premier rôle qui est vraiment important, naturel.
Et puis, le deuxième rôle important, c'est que ça va cycler du carbone. Donc, à l'état, je dirais, naturel, c'est-à-dire avant qu'il y ait une perturbation humaine, l'océan absorbe du carbone pour certaines régions et en recrache dans d'autres. Donc, on était à un état où il y avait des échanges dans les deux sens. Ce n'a pas toujours été le cas par le passé, donc le passé très lointain. Il y a eu des variations de CO2 dans l'océan et dans l'atmosphère, et des variations de climat dans le passé qui s'expliquent par ces variations d'échange entre le CO2 entre l'océan et l'atmosphère. Donc, à peu près en 1850, l'ère industrielle, on avait un flux net nul de CO2 entre l'océan et l'atmosphère. Et puis, depuis que le climat a commencé à être perturbé par l'homme, que l'homme a commencé à émettre du CO2 dans l'atmosphère en utilisant et en brûlant des énergies fossiles, et que ce CO2 s'est accumulé dans l'atmosphère, et bien l'océan nous a protégés en fait un petit peu du changement climatique en cours, en absorbant de manière excédentaire un quart de ce CO2 qu'on avait mis dans l'atmosphère. Et également, il a joué un autre rôle pour nous protéger, c'est qu'il a absorbé 90% de l'excédent de chaleur qui s'est accumulé dans les systèmes terres du fait de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça a été un véritable effet tampon permis par l'océan. Et puis ensuite, bon, on va revenir par la suite, je ne vais pas prendre très bien tout de suite, mais en fait, vu que ça joue un rôle sur tous les cycles du carbone, de l'oxygène, de l'azote, en fait, tous les courants dans l'océan permettent de faire pénétrer le carbone à l'intérieur et de faire restructurer les températures. Et ça, c'est aussi très important pour la vie dans l'océan. Et puis toute la photosynthèse qui nécessite des mouvements ascendants d'azote, des nutriments qui vont permettre à la photosynthèse d'exister dans la couche de planète surface. Donc, c'est vraiment une machine très dynamique, l'océan, avec des transports, des courants, des échanges. À l'échelle planétaire, ce qui va se passer, par exemple, dans l'océan austral, c'est un endroit de l'océan où il y a particulièrement une pénétration de carbone qui est importante, une pénétration de chaleur qui est importante. Et ce qui se passe dans l'océan austral, ça va influencer le climat à l'échelle de l'ensemble de la planète. Donc, c'est une véritable machine qui est en train de se limiter un petit peu parce que en se réchauffant, en accumulant cette chaleur et cet excédent de CO2, il y a ces équilibres qui se modifient profondément actuellement. Donc, il commence à assister à des grosses modifications de cette machine thermique. François Fidel, vous êtes un peu à l'origine de la plateforme Océan Climat qui réunit la société civile, des aquariums, des associations, des chercheurs. Pourquoi cette plateforme, pourquoi avez-vous démontré que l'océan est important? Comment faire comprendre que l'océan, dans l'histoire, était quelque chose d'un peu lointain de l'éducateur à l'océan, comment faire comprendre que finalement ça concerne tout le monde? Alors, en fait, la plateforme Océan Climat est venue de cette plateforme est née en fait de la suite d'un mouvement qui est extrêmement important en France, qui dit le Grenelle de la mer. Ce Grenelle de la mer, c'était dans les années 2008-2009, a permis à une communauté diverse, océans, de se rencontrer entre tous les acteurs. Et ça a été un moment assez important parce que le Grenelle de l'environnement, qui était comme d'habitude très axé sur les très gros écosystèmes, sur les phénomènes terrestres, donc la terre submergée, et il y avait pratiquement rien sur le sol. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce Grenelle de la mer qui a vraiment scellé un esprit commun. Et il faut prendre conscience à plein d'acteurs, notamment, qu'il y avait un enjeu qui était sous-estimé dans l'ensemble des secteurs. Les chercheurs, moi je suis interviewée en général, les chercheurs étaient évidemment étonnés toujours de l'importance que pouvait avoir le phénomène terrestre, le silence qui accompagnait le phénomène de ça. Donc, ça c'est le cas, et on a eu une opportunité, c'est vrai qu'au niveau du fédéral, c'est aussi
les logements de parents, océan, c'est un grand moment. Oui, et puis est arrivé un scientifique qui s'appelle Eric Kosminski, qui était venu, on était dans le même labo, longtemps avant à l'usine, qui était à l'EFBL, l'infrastructure européenne sur la biologie cellulaire moléculaire, qui était un joyeux. Et ça veut dire qu'en fait, il avait fait sa carrière dans le domaine académique sur tout ce qui était la structure du vivant, le fonctionnement macromoléculaire, etc. Mais lui-même, il avait jamais réussi à lier sa passion de biologie du vivant avec sa passion de la. Alors que quand on s'était vu, moi j'étais déjà dans l'océan, et à ce moment-là, on découvrait les sources thermales et ça connaissait quelque chose de magnifique. Et donc on s'est retrouvé 10-24 heures à imaginer le premier tour du monde de la Berline, bord du Gueule, et on voulait refaire le tour du monde en explorant la biodiversité, mais avec une âme de biologiste, c'est-à-dire en fait cellulaire et moléculaire. Et c'était un grand moment où, tous les deux, on a, avec quelques autres, imaginé un projet de recherche avec un nouveau concept, avec un navire qui n'était pas gros, qui était économiquement intéressant, qui était environnementalement vertueux, et ça a marché. Donc, voilà, ça a été une rencontre, et c'est la suite des parents qu'on a vraiment imaginé aussi sauter sur l'opportunité du climat, du thème climat, et de la COP21, de préparer un an avant la COP21 en ayant une idée en tête. On a eu 20 COP auparavant où il n'y avait rien sur l'océan, on ne parlait que des forêts, et on voulait faire de la COP21 la première COP où on allait parler de ça. Alors, voilà pourquoi la plateforme a été créée. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais déjà, on voit que cette biodiversité marine est finalement tenue en sécurité, et qu'on trouve tous les jours. Et puis, ce qui est important aujourd'hui, c'est ce changement climatique. Et est-ce qu'on pourrait définir les effets du changement climatique sur l'océan, peut-être dans les normes, des questions Joachim, des effets du changement climatique sur l'océan, c'est vrai que c'est un peu la spécialité. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce qui va se passer dans le changement climatique, c'est que le gaz chaleur excédentaire qui est là, et il y a du CO2 excédentaire qui vont pénétrer dans l'océan. Donc, le CO2 excédentaire qui pénètre dans l'océan, ce que ça fait, c'est très simple, ça acidifie l'océan parce que c'est un acide qui va être issu de l'eau, donc ça rend l'océan plus acide. Donc là, en une trentaine d'années, l'océan a gagné 30% d'acidité. Alors, ce n'est pas homogène, mais en moyenne, à l'échelle du globe, il a gagné 30% d'acidité. Ça a certains effets sur certaines espèces, des espèces sur des petits calcaires, parce que ces petits calcaires ont des justement le taux d'acidité. Donc, on peut penser aux moules, aux côtes, des vagues comme ça, et puis aussi à certaines petites espèces de phytoplancton, c'est important, comme les cotylédophores, qui sont peut-être moins connus, et les coraux. Ils sont importants pour la chaîne alimentaire, parce qu'ils vont alimenter des zooplanctons, etc. Ils font partie du paysage. Et chacun joue son rôle dans ce paysage où il y a énormément de diversité. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est la spécification. Après le réchauffement, il va y avoir deux effets déjà physiques. Le premier, c'est de faire fondre les glaces. Et le deuxième, c'est de faire dilater les eaux. Donc ces deux effets combinés conduisent à l'élévation du niveau de la mer. Et encore, donc, l'élévation du niveau de la mer, c'est une vingtaine de centimètres depuis le début du XXe siècle. Donc c'est assez important déjà. C'est lié à moitié
moitié à la fonte des glaces et la moitié à cette dilatation thermique. Effectivement, ça s'accélère. C'est-à-dire que ces 10 dernières années, on a vu le taux d'augmentation du niveau de la mer a doublé. Parce que c'est vraiment énorme. Et ça, c'est lié essentiellement à la fonte des glaces qui est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est le deuxième effet. Le niveau de la mer monte. Donc après, il y a des conséquences qui vont derrière, c'est-à-dire le trait de côte qui va se déplacer, et puis les inondations qui vont être plus nombreuses, et c'est une sensibilité aux tempêtes de surcôte qui va être plus importante. Souvent, 10 cm, c'est pas grand-chose. Il faut imaginer, si on doit imaginer, c'est un enfant dans une baignoire. Donc, vous prenez une baignoire, vous mettez un enfant dedans, et si vous montez un petit peu au niveau de l'eau, ça déborde de plus pas, c'est pas très grave. Mais si l'enfant commence à s'agiter, si l'eau était plus basse, ça ne déborde pas, alors que si l'eau elle monte, tout de suite, on a l'eau qui déborde. C'est un petit peu la même chose avec l'océan. C'est-à-dire qu'au niveau de la mer plus haut, si vous avez une tempête dessus, ça fait plus d'inondation, ça fait plus de dégâts. Donc c'est ça l'effet principal. Ensuite, après l'acidification, les changements de niveau de la mer, vous avez l'augmentation des températures, notamment. Donc l'augmentation des températures de l'eau, c'est en surface à peu près 1 degré depuis 30 ans. C'est vraiment élevé parce que, après, ça sera mes collègues biologistes qui en parleront mieux que moi, mais les organismes, ce qu'il faut savoir, c'est que autant nous, sur Terre, on a des saisons qui sont importantes, des variations de température au cours de la saison qui sont importantes. Donc, typiquement, à Paris, ça va de moins 10 à 40 environ, donc on a un métabolisme qui est capable de s'adapter. Dans l'eau, dans beaucoup de régions de l'eau, et plus on s'enfonce en profondeur, moins les gradients thermiques au cours de l'année sont importants. Donc souvent, c'est à peine de quelques degrés. Donc 1 degré de plus, ça fait que certaines espèces arrivent moins bien à adapter leur métabolisme. Désolé, j'ai mis en liste, mais je continue. Quand vous augmentez aussi la température, ce que ça fait, c'est comme sur Terre. Ce n'est pas que l'augmentation de la température moyenne, vous avez aussi l'augmentation des extrêmes. Donc sur Terre, on a des canicules, vous avez des canicules en été, pour lesquelles vous avez séché. Là, c'est la même chose dans la mer. Il y a des canicules marines. Ce sont des moments où les eaux sont vraiment exceptionnellement chaudes, comme 106 degrés au-dessus des normales saisonnières. On a eu en Méditerranée 3 étés de suite des eaux qui dépassaient les 27 degrés, ça pouvait même monter à 30 degrés pendant plusieurs semaines et sur des zones qui sont de plus en plus grandes. Donc ces canicules marines, leur amplitude et leur superficie, elle augmente de manière énorme. Dans ces 10 dernières années, on a vu ça monter en vitesse. Et ça a des conséquences dramatiques. Déjà, les phénomènes de blanchiment de coraux, souvent c'était ces canicules marines. En 2024, c'était le 4e phénomène de blanchiment de coraux de corail le plus intense. Donc, le blanchiment de corail, c'est quoi? C'est quand le corail est soumis à une surface et qu'il va éjecter les petits organismes qui vivent en symbiose avec lui, qui lui donnent de la couleur, qui s'enduisent et qui peuvent conduire à sa mort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a perdu 50% des coraux, en grande partie à cause de cette augmentation de température et ces processus de blanchiment qui vont les uns vers les autres. Et ça ne va pas s'arranger dans les températures. C'est encore, celui, c'est la première les conséquences. L'élévation de la température de l'eau, ça peut donner aussi des épisodes sévères, je pense que les vapeurs qui retournent. Voilà, aussi, après, il y a des événements météorologiques, les cyclones tropicaux aussi. Donc, on ne montre pas que l'augmentation du nombre de cyclones tropicaux. Par contre, l'intensité des cyclones a tendance à devenir un peu plus forte dans cette réflexion. Et puis alors, ensuite, on a plus les eaux sont chaudes, moins elles peuvent contenir d'oxygène. Donc, on a une augmentation des zones de l'océan qui sont appelées des zones mortes, qui sont des zones sans oxygène, qui sont des zones où les poissons ne peuvent pas respirer. Et quand on a des événements de canicules marines qui peuvent être intenses, on observe parfois des événements de mortalité de poissons et des plages qui vont se couvrir de milliers de poissons en quelques jours parce qu'ils sont morts étouffés. Ça, c'est une autre conséquence des canicules marines. Voilà, c'est déjà une liste un peu politique. Donc, beaucoup d'effets sur les écosystèmes et puis aussi sur les humains à travers les catastrophes naturelles et politiques. On va continuer sur les menaces qui pèsent sur l'océan. Ensuite, on abordera les solutions et les notes d'histoire, mais il faut quand même avoir un tableau un peu complet.
c'est aussi nous parler de la pêche et de la surpêche, puisque nous, vous êtes bien placés pour observer ce domaine. Peut-être nous rappeler aussi que notre alimentation dépend du coup de la pêche. Oui, alors moi, c'est moins le cas en Europe que dans d'autres zones, mais il y a des raisons. Il y a une partie de l'humanité, comme la sécurité alimentaire, dépend de l'essence, ce qui n'est pas le cas en France, où la sécurité alimentaire liée à l'océan est extrêmement faible. Il faut savoir que dans toutes ces menaces, l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale sur les écosystèmes, a publié son rapport en 2019, on a essayé un peu de classer les différentes menaces qui pesaient sur l'océan. Et on a vu que les dérèglements climatiques et nos émissions de carbone sont en train de dérégler et de faire une bonne partie du système océanique, mais historiquement, sur les 50 dernières années, l'IPBES nous a montré que la première cause de destruction de la biodiversité marine, c'était la pêche. La pêche, et quand on y pense dans le système côtier de l'Europe, ça va être surtout la pêche artificielle, en tout cas la pêche qui utilise des techniques de pêche destructrices qui vont, elles, avoir un impact absolument majeur sur l'océan. Et les eaux européennes, et là-dessus après, Joachim aussi pourra rebondir là-dessus, mais les eaux européennes sont parmi celles qui sont les plus habitées parce qu'on a historiquement, le chalutage a été inventé il y a très longtemps, les premières traces historiques de l'ancêtre du chalut remontent au XIVe siècle. Et dès le XIVe siècle, les pêcheurs se sont rendus compte de la capacité de destruction du chalutage. Et cette pêche-là consiste à donner un navire, un filet, ou bien de laisser avec des chaînes ou des panneaux métalliques qui vont être laissés sur le fond, ou bien de le laisser de façon beaucoup plus fine avec des dos pour que le filet, théoriquement, reste en train de flotter comme un colonne d'eau. Et ensuite, le filet, on va le tirer derrière le bateau et donc on attrape tout sur son passage. À l'inverse, on a des arcs dans lesquels on pose donc, un casier, une ligne ou un filet, et là, c'est les poissons qui vont en fait se prendre là où les habitages vont être extrêmement destructeurs, c'est que donc, dans une certaine partie des cas, il va rentrer les fonds marins, et dans le cas, il va attraper tout ce qui est dans la colonne d'eau, et dans un certain nombre de cas, selon la profondeur des fonds, selon la quantité de poissons qu'il y a dans le filet, etc., lui aussi peut potentiellement rester des fonds marins. Et donc, le sabotage a contribué à vider l'océan. Il y a plusieurs papiers qui le montrent, et Joachim, je pense qu'on va compléter avec d'autres papiers, mais il y en a un qui a été très marquant dans les eaux britanniques. Il y a une recherche qui a été menée en disant on regarde un bateau dans les eaux britanniques qui opère avec la technologie des années 1880-1890. Et on s'imagine qu'on reprend ce même bateau et on le met dans les mêmes eaux britanniques aujourd'hui. Et il se rend compte que ce même bateau, là, il pêchait 100 kg, il va plus en pêcher, je crois que 5 ou 6 kg. C'est-à-dire qu'on a littéralement vidé, en l'occurrence les eaux britanniques, de toute leur richesse. Et la biomasse, donc, c'est complètement effondré. Et la question, aujourd'hui, quand on parle de toutes ces problématiques, du fait qu'on a vidé l'océan, parce que par exemple pour les poissons prédateurs, on a vidé l'Atlantique Nord de 90% de la biomasse des poissons prédateurs. Quand on parle de ça, et puis qu'il faut restaurer la biomasse et la richesse de la vie dans l'océan, les lobbies industriels vont me dire, mais avec la politique de la pêche, c'est bon, c'est stable. Et donc en fait, ce qu'on voit dans les courbes depuis les années 50, c'est qu'effectivement, ça s'est stabilisé pour les espèces qu'on suit, donc les espèces commerciales pour lesquelles on a un suivi, pour les espèces non commerciales qui ne sont pas suivies, on ne sait pas du tout si c'est stabilisé. Et surtout, elles se sont stabilisées globalement à des niveaux historiquement bas, mais très très bas, qui en a 90% de la biomasse textile. Et tout l'enjeu, c'est de savoir si, quand un des
son enjeu, parce qu'il y en a beaucoup de nombreux, c'est est-ce qu'on est capable de restaurer la biomasse pour revenir à des niveaux de vie marine plus importants, et aussi, est-ce qu'on est capable d'arrêter d'utiliser les techniques de pêche les plus destructrices dans tout ou partie de l'océan, parce que, à force de rafler, par exemple, les fonds marins, on est en train de saper les bases sur lesquelles repose la vie marine. Et donc, je vais m'arrêter là, mais après, sans aller dans tout le cas ternaire et de la pêche au milieu, mais à force de détruire, tout à coup, on a un plan de bascule qui pourrait être enclenché, et à ce moment-là, tout se fait. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui de ce qui va se passer dans 3 semaines à Nice avec la conférence des Nations Unies sur l'océan, c'est de savoir si, après ce qui a été adopté en décembre 2022 à Montréal dans la COP 15 sur la biodiversité, qui était 30% de protection du milieu marin, 30% de l'océan protégé, est-ce qu'on va être capable de définir ce qu'est la protection et ce qui va permettre de passer la parole à Joaquin, puisque en France, on dit qu'on a 30% de la marine protégée, et Joaquin nous a montré que la France métropolitaine sont réellement protégées, moins de 0,2% de nos eaux, quand on regarde ce qu'est la protection telle que définie par les scientifiques. Je pose une question, mais ça fait vraiment la transition. Ma question aussi, j'ai été au courant, et puis je dis, c'est vraiment, c'est pas du tout mon domaine. Quelle est la pression et les surfaces, c'est-à-dire quelle est la surface de l'océan, alors, en fonction de la profondeur, j'imagine, que accumuler des salutaires de manière quotidienne, par exemple, est-ce que c'est 80% de l'océan, est-ce que c'est... Ça, j'ai aucune idée. Par exemple, on dit qu'il n'y a que 0,1% de l'océan qui est protégé, est-ce que ça veut dire que 99,9% sont saccagés? C'est comme ça. Oui, alors, nous, on a construit, alors il y a plein de chiffres mondiaux, moi, il y en a un sur l'empreinte passée de la pêche au niveau de l'océan mondial, qui est plusieurs fois celui de la culture, mais je ne vais pas faire de bêtises sur les facteurs. Mais par contre, il y a un chiffre qu'on a étudié, qui a été publié dans les recherches d'Ariot, dans les recherches que nous avons faites récemment, pour regarder donc l'industrie du chalut en France. Parce qu'aujourd'hui, la politique française de la pêche, la politique européenne de la pêche, est dictée par le lobby du chalutage. Et donc, on a regardé les chalutiers français. Il faut savoir que les chalutiers français, il y en a 800. Donc, c'est tout petit en termes de nombre. En termes d'emploi aussi, c'est 3 fois rien. Donc, le problème de la transition et de la sortie du chalutage, ce n'est pas du tout un problème de la même ampleur, par exemple, que l'industrie de l'automobile ou l'industrie même des coiffeurs. Il y a plus de coiffeurs à Paris qu'il y a de pêcheurs embarqués à bord de chalutiers. Par contre, ces 800 navires, quand on regarde la largeur de leur filet et la surface sur laquelle leur filet prend, les chercheurs ont estimé que les 800 navires sont responsables de l'abrasion de 670 000 km² de fonds marins chaque année. Parfois, ils peuvent passer 2 fois vraiment, je crois. Mais 670 000 km² de fonds marins qui sont raclés, cela c'est seulement pour les chalutiers. 670 000 km² de fonds marins qui sont raclés chaque année, c'est la surface de la France métropolitaine de l'Hexagone, de la Belgique et de la Suisse combinée. Donc, chaque année, on racle une surface équivalente à la France, la Belgique et la Suisse avec des fidélités. Et la cerise sur le gâteau, et après je passe la parole à Joaquin, c'est que tout ça, ça se fait avec notre argent, parce que vous comprenez bien, pour faire un filet sur le fond, il faut avoir un gros moteur. Et on donne en cadeau 200 millions d'euros en dépenses gazoil à l'industrie de la pêche en France. Une très très vaste majorité de cette dépense va au chalutier. Pour vous donner une idée, il y a 200 millions d'euros de dépenses gazoil qu'on donne au secteur de la pêche, il y en a 100 millions qui est capté par les 4% de la flotte, les 100 navires de plus de 25 mètres. Et donc, globalement, on participe nous directement par des subventions publiques à la destruction des fonds marins d'une ampleur absolument phénoménale. Je sais plus trop quelle était la question, enfin, pour répondre, mais oui, je ne vais pas avoir de production, mais juste par rapport aux États-Unis, je pense qu'il faut que c'est très bien.
moi, je n'ai pas de chiffre à te donner, mais en pourcentage de zones économiques exclusives, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des habitats qui sont habitables, parce qu'il faut une certaine profondeur, il faut que ce soit relativement plat, il ne faut pas qu'il y ait de pointe, etc., le font. Donc, en fait, regarder ça par rapport à la ZDE totale, c'est pas ça qui fait de mon point de vue le plus pertinent, c'est plutôt par rapport aux autres habitables. Et ça, je pense que c'est presque 100% de ce que c'est habitable qui est, et c'est habité, et je l'aime aller de plus en plus profond. Parce que la pêche va de plus en plus profond, puisqu'il y a plus grand-chose à pêcher dans les zones qui sont jusqu'à maintenant pêchées. Tout à l'heure, Marina Lévy nous a parlé de tous les effets du changement climatique sur l'océan. Je vais en rajouter, je me permets d'en rajouter un petit. C'est des que la liste est longue, alors je sais qu'elle le respecte, je vais continuer à en parler. Mais c'est que, donc elle a dit que les effets néfastes qu'il y avait sur des vagues de chaleur sur des espèces comme les coraux ou les gazelles marines, avec des marginalités de masse, parce que ces espèces ne peuvent pas se déplacer, ce sont des espèces fossiles, elles sont accrochées sur le fond. Mais il y a toutes les espèces qui bougent, notamment dans lesquelles les poissons, et se déplacent. Et donc, un autre effet du changement climatique, c'est que les peuplements de poissons changent, avec d'une part des effets cascades, parce qu'il y a des nouvelles espèces qui arrivent, qui n'ont pas nécessairement de prédateurs, et donc qui se mettent à se reproduire beaucoup plus qu'elles ne devraient, qui mangent plus que dans ces zones, etc. Donc, ça peut conduire à des appauvrissements après de biodiversité. Donc, c'est vrai que les nouvelles espèces comme gagnent de la biodiversité, ça peut avoir des effets contraires, mais aussi c'est que les espèces qui sont pêchées, à un endroit donné, se déplacent. Et quand tout se réchauffe, les espèces bougent parce qu'elles vont suivre les conditions qui font qu'elles peuvent vivre, et donc les espèces remontent vers les pôles. Donc nous, dans notre hémisphère sur la nord, une partie des poissons descendent. Et donc il y a un impact du changement climatique aussi sur nos usages à nous, en particulier sur la pêche. Et comme d'habitude, c'est la frontière intertropicale qui est le plus impactée. Et c'est là où justement, Swan me disait, les populations entières sont dépendantes de la pêche pour la sécurité alimentaire en termes de protéines, de nutriments, etc. Et c'est eux les plus impactés du temps par les manifestations directes du changement climatique, l'eau, etc. Et par les manifestations qu'on peut appeler indirectes, les changements liés à la pêche et une perte des zones par des poissons et des populations entièrement directes. Et c'est eux, comme moi, contribuent, donc il y a des problèmes, bien évidemment, d'équité dans la distribution des coûts liés à tout ça. Et qui sont les plus soumis à la pêche illégale, etc. Une autre chose que je voulais dire sur les poissons, ils ont une chose de particulier par rapport à la plupart des espèces animales qu'on connaît, c'est qu'elles ne se laissent jamais grandir. Et donc, quand il était mentionné les impacts sur la pêche précédemment, si on regarde des photos de ce qui était pêché il y a 50 ans, on a l'impression que c'est des poissons qui viennent de la mythologie grecque. Mais des espèces qu'on connaît aujourd'hui, mais des tailles qu'on ne pouvait même pas soupçonner qu'elles existaient. Parce qu'en fait, à force de trop pêcher, comme on a pêché, il y a un terme académique dans la littérature scientifique qui a été accepté pour ça, on pêche exclusivement de food web. Donc, je ne sais pas comment dire en français, mais on redescend la technologie en faisant ce qu'on pêche de plus en plus petit, parce qu'on a pêché tous les gros poissons. Et au-delà de se dire, c'est dommageable, la pêche a pêché trop de poissons, c'est que les poissons les plus gros, ils ont une autre particularité, les poissons, c'est que leur capacité à produire des gamètes est exponentielle par rapport à leur taille. Ce n'est pas juste proportionnel, c'est exponentiel. Donc, plus les poissons sont gros, plus ils se reproduisent. Et donc, plus ils ont une capacité à repeupler les océans. Et en fait, à force de pêcher des individus de plus en plus gros et de plus en plus petits, on détruit la capacité des populations de poissons à se reproduire et donc à continuer à alimenter la pêche à la rendre durable. Et donc, il y a des impacts, encore une fois, sur les écosystèmes de ça. Et une des manières de régler ce problème, de tenter de le traiter, il y en a deux. En fait, c'est de la gestion des méthodes de pêche. C'est la manière dont on va pêcher, pêcher un peu plus, un peu moins, pêcher un peu mieux, à différents endroits, etc. On sait plus ou moins ce qu'il faut
dire, c'est appliqué, donc c'est ce qu'il faudrait faire pour considérer une population donnée d'un poisson. Sauf que ce poisson, quand il est à l'état de larve ou jeune, il est mangé par d'autres. Et quand il est grand, il va manger d'autres espèces. Et donc, en fait, ça ne marche pas de gérer une population d'une espèce, un stock, comme on dit, il faut gérer un écosystème, parce qu'il y a des interactions entre tout le monde. Et on a énormément de mal à faire. Donc, même si on avait toutes les informations nécessaires et qu'on pouvait les mettre en place et les faire respecter, c'est extrêmement difficile. Mais il faut le faire de toute façon. Et il y a une autre manière de gérer tout ça, c'est par une gestion spatialisée, et c'est par ce qu'on appelle des aires marines protégées, dont l'objectif est la conservation de la biodiversité, et c'est des zones où en fait on va éliminer la mortalité par pêche, c'est-à-dire on va enlever l'extraction des ressources, on va éliminer la pêche par endroit, et c'est une pratique qui est connue ancestrale, qui était mise en place par les pêcheurs eux-mêmes, des produits de pêche qui viennent du Moyen-Âge en France, le jour qui s'appelle des cantonnements de pêche, des cocorbillas équivalents en Espagne, il y a des zones Raoui en Polynésie, des zones Tabou en Mélanésie, donc toutes les civilisations qui pêchent avaient cette pratique-là, qui savaient que si on ne pêchait pas à un endroit, justement le poisson va grandir, le sèche va grandir, il va plus se reproduire et va réalimenter les groupes de pêche alentour. Donc on sait que les aires marines protégées, ça marche. On avait des preuves scientifiques et c'était considéré dans la littérature. Et du coup, c'est devenu un outil consacré dans les négociations internationales pour la conservation de la biodiversité. Et donc, il y a un cible différents objectifs de couverture en aires marines protégées. Et donc, les États se sont mis à faire des aires marines protégées, mais ils n'ont pas fait le type d'aires marines protégées qui était avant, qu'on connaissait auparavant, qui étaient des zones où on ne pêchait pas. Ils se sont dit, aires marines protégées, on va faire des zones qu'on va appeler aires marines protégées, on va faire des choses différemment. Parce que il n'y avait pas forcément pour être troublard. Peut-être que l'intention était là, on va dire, en faisant autrement, on va quand même réussir à conserver la biodiversité. Donc, les scientifiques dont je fais partie, on se dit, là, il y a de plus en plus de ces zones-là, mais on ne les connaît pas bien. Il faudrait déjà d'abord les catégoriser. Nous, les scientifiques, on adore faire des typologies, c'est-à-dire faire des catégories, parce que tout est différent, donc il faut un peu regrouper les choses et savoir ce qu'on peut apprendre de chacune des catégories. Donc, on a fait une typologie de ces aires marines protégées en fonction de ce que nous, on a appelé le niveau de protection. Et qui en fait, le contraire du degré de réglementation, du niveau de réglementation. C'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr, le niveau de protection, parce que ça prend en compte non pas uniquement ce qui est autorisé ou pas, mais l'impact sur les espèces, en termes de taille et en termes d'extraction d'espèces, et sur les habitats de chacune des activités. Donc c'est comme ça qu'on construit les niveaux de protection. Et donc on a établi cette classification qui n'existait pas, et donc on a vu que le gros de ce qui était mis en place était dans des niveaux de protection très faibles. Et la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a regardé dans la littérature, dans la connaissance scientifique, toutes les évaluations qui avaient été faites des aires marines protégées, et on a relié ça à leur niveau de protection. On se rend compte que ce qui fournit des bénéfices, les aires marines protégées, mais il faut vous parler de ça après, c'est le niveau, c'est une rencontre qui est faite, c'est le niveau de protection les plus élevés. Et en fait, plus on va limiter les impacts humains, ça paraît un peu du bon sens, mais il fallait le démontrer, plus on va limiter les impacts humains, plus il va y avoir des bénéfices. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose pour la pêche. C'est-à-dire que plus on va avoir une zone où il y a une contrainte forte à la pêche et où voire il n'y en a pas du tout, plus à l'extérieur, ça va bénéficier à la pêche. Et donc, en fait, dans une aire marine protégée qui marche, qu'est-ce qu'on observe? C'est que les poissons grandissent, qui sont plus nombreux, il y a plus de biomasse que les proies de vivants, ils se reproduisent plus, donc ils sont plus nombreux. Et donc, il y a des effets bénéfiques sur la biomasse, sur la biodiversité, sur la richesse, sur les habitats, puisqu'ils sont plus détruits, donc les habitats se régénèrent, tout ça, ça concourt à stimuler encore plus de violence. Et ensuite, il y a un effet de développement, puisque tout va bien à l'intérieur, et donc il y a plus de compétition pour la nourriture, pour l'espace. Il y a des effets qu'on appelle de densité de dépendance. Les poissons plus gros vont avoir besoin d'un territoire plus grand, ils vont chasser des un peu plus petits, et vont chasser des un peu plus petits, etc. Et donc il va y avoir un effet de débordement qu'on appelle le spillover. Et donc les poissons vont se déplacer à l'extérieur, et les œufs et ensuite les larves vont être exploités par les coraux. Donc il y a des bénéfices sur la pêche à l'extérieur. Ensuite, il y a des bénéfices socio-économiques, puisque des plantes
penseurs qui vont venir, ça nous dit développement du territoire, donc il y a des bénéfices économiques pour les collectivités locales. Ensuite, en protégeant les habitants qui peuvent être impactés par des activités destructrices comme les coraux ou les adultes synonymes, on protège les habitats qui permettent de diminuer l'intensité de la houle et donc ça va permettre de diminuer l'érosion côtière. Ça c'est important. En protégeant des écosystèmes qui permettent de capter du carbone, ça permet aussi de maintenir le rôle que peut jouer l'océan dans la captation du carbone, donc ce que nous a très bien expliqué Marina Pitler. Et comme c'est une gestion spatialisée d'un écosystème, c'est des gens ensemble qui décident de comment fonctionne un territoire, et ça permet aussi ce qu'on appelle dans le jargon scientifique, plus souvent en anglais, stewardship, on appelle un bon mot sur le français, mais la décider commune d'un endroit, et donc ça permet une meilleure cogestion, une meilleure gouvernance de cet espace. Et ensuite, alors de manière très égoïste, les chercheurs aussi aiment beaucoup les aires marines protégées qui protègent bien, puisqu'en éliminant une partie des impacts humains dans une zone, on va mieux comprendre comment, par exemple, les écosystèmes vont répondre au changement climatique. Parce que ça va être mélangé avec des types d'impacts. Il y a énormément de chercheurs qui travaillent dans les aires marines protégées, pas du tout parce qu'ils s'intéressent à la conservation, mais parce que c'est des zones un peu laboratoires où on va éliminer certaines questions, on peut mieux en comprendre d'autres. Et donc, pour répondre, je vais parler trop longtemps, mais pour répondre à la pêche qui est aujourd'hui, c'est que quand on regarde pour 2030, les États au niveau de la planète, dans la COP de la biodiversité, donc il y a la COP climat, la COP de l'université, la COP des déserts, la COP de l'eau, il y a des COP dans tous les sens. Il y a une COP de biodiversité, les États sont engagés à protéger 30% de l'océan par des aires marines protégées. Quand on regarde au niveau mondial, on a 8%. Et si on regarde ces 8% en Bretagne, il y a un quart qui sont uniquement déclarés par les États qui n'existent absolument pas. C'est juste déclaré, il n'y a même pas de compte sur une carte, parce que là, il n'existe pas. Ensuite, un tiers, c'est des zones qui sont non compatibles avec la conservation de la biodiversité par rapport à la définition internationale et aux lignes directrices de l'UICN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature, parce qu'elles vont autoriser les activités industrielles, ou alors elles vont autoriser les salutages de fonds, ou alors parfois il n'y a aucune différence de réglementation entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc il reste au niveau global très peu de ce qui est annoncé, qui est réellement protégé. Et quand on regarde en France, l'état est encore plus gros, parce que la France avance 30%. Donc on a déjà rempli l'objectif, on peut le dire, c'est formidable, on a atteint notre objectif, c'est le cas actuellement, et c'est même en Méditerranée, la France revendique 60% de la Méditerranée recouverte par les aires marines protégées. Il n'y a aucun pays qui revendique autant d'aires marines protégées. Et j'ai connu aucun chercheur qui a dit qu'il faudrait faire 60% d'aires marines protégées. La France l'a fait. C'est bien, c'est bien. 40% en Atlantique, l'Atlantique pense vers du nord. Mais quand on regarde ça, donc pour les 60% de ce qui est déclaré, il y a 0,1% qui est des aires marines protégées avec des contraintes. Donc des aires marines protégées qui peuvent fournir des bénéfices. Donc il y a un réel écart entre ce qui est déclaré et ce qui est remonté. En Atlantique, on se met du nord, donc 40% déclaré, et là où il y a des contraintes, c'est 0,01%. Donc on est extrêmement loin d'utiliser l'outil à marine protégée pour ce qui est vraiment censé faire, qui est de conserver la biodiversité. Comme à Lyon, quand il parle de Méditerranée, des usages particuliers, particulièrement simples, qui sont pour la Méditerranée et de l'usages protégés de la Méditerranée. Peut-être pas seulement parler de l'autre côté de la tête, parce que la protection de la tête, c'est pas un peu de l'autre. Peut-être l'idée, c'est quand même, d'expliquer un peu les différents problèmes qui se posent sur l'océan et dans la mer. Et alors, il y a plusieurs, le premier problème est plutôt auquel il monte sur quelque chose. Sur la baisse, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire grand-chose, même si les problèmes sont importants actuellement. Un problème sur lequel il faudrait beaucoup insister, c'est la liaison entre l'océan, la mer et le littoral. D'abord parce que la plupart des pollutions qu'on retrouve dans la mer viennent de la terre, c'est ce qu'on appelle la pollution tellurique. Ensuite parce qu'en France, on a une très bonne politique de protection du littoral,
mais une moins bonne politique de protection de la mer. Et le concept qui est ascendant à la fois au niveau de l'Union européenne et qui est mondial, c'est le concept de gestion intégrée des zones côtières. C'est-à-dire de dire qu'il faut gérer à la fois la bande terrestre et la bande marine de la mer, et puis il faut non pas juste imposer des activités, mais les gérer ensemble. Alors, la Méditerranée a une particularité, c'est que c'est le seul endroit du monde où il existe un traité international sur le littoral. Le protocole de gestion intégrée des zones côtières de la Convention de Barcelone. La Convention de Barcelone était la première convention sur le temps régional qui est signée en 1976. C'était une vieille date, puisqu'elle va bientôt fêter ses 50 ans l'an prochain. Donc ça, c'est un sujet important, c'est l'interface terre-mer. Sachant que c'est une interface qui est très riche en termes de biodiversité, et très riche aussi en termes de paysage, mais aussi très peuplée en activité humaine, en activité industrielle, etc. Avec un enjeu économique très important qui est le problème de la submersion marine, de l'érosion marine, provoquée par le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, et le fait que dans quelques endroits, il va être de plus en plus nombreux, il va falloir reculer un certain nombre d'installations de sites, par exemple, avant de reculer un certain nombre d'habitations humaines. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet qui est extrêmement important, c'est le sujet du trafic maritime. Le trafic maritime provoque beaucoup de problèmes, provoque l'émission de gaz à effet de serre, bien sûr, mais aussi des polluants atmosphériques maritimes. Et puis le bruit sous-marin, c'est un sujet qui est encore sous-valorisé, alors que je crois que les recherches montrent de plus en plus l'importance du bruit sous-marin. Et aussi la Méditerranée est un cas très exemplaire, parce que la Méditerranée, c'est en gros 0,8% de la surface de mer et de l'océan, mais 25% du trafic maritime. Donc c'est probablement une des mers les plus brillantes au monde. Et les effets, évidemment, sur la vie sous-marine sont très importants et sont très sous-estimés. Il y a un autre sujet qui est le sujet du développement des usages de la mer. Si vous y réfléchissez bien, dans le temps, il ne se passait pas grand-chose en mer. D'ailleurs, il y a un très beau livre de l'histoire marin Corbin, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le désir du rivage, et qui montre très bien que les gens, pendant très très longtemps, ont eu trop peur de la mer, que ça serait le plus impossible de la mer. Alors, il y en a que vraiment, quand on a cultivé, c'est-à-dire pour pêcher, pour faire la guerre, et pour transporter les choses, mais on s'est metté peut-être sur des collines, un moteur, etc. Et depuis le 19e siècle, en gros, on a un développement des usages de la mer, le tourisme, la natation, les sports nautiques, la voile, les régates, les voitures moteurs, les jet-skis, les éoliennes en mer, et toutes ces choses-là. Donc on a l'arrivée d'activités économiques en mer qui n'existaient pas auparavant. Et évidemment, il y a des conflits d'usage entre la pêche, par exemple, et certaines activités industrielles, et parmi les difficultés qu'on a pour faire des aires protégées, il n'y a pas que la pêche, il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre de zones dans lesquelles, par exemple, on va mettre des éoliennes, qui sont par exemple de la Méditerranée. Les éoliennes en mer seront. Alors, on va faire des éoliennes flottantes, parce que c'est même assez profonde. Mais d'abord, il faut bien les attacher au fond quand même. Donc, il y a quand même un impact sur le fond. Et ensuite, les plupart seront dans le gaz bouillant, parce que c'est là où il y a beaucoup de vent. Mais le problème du gaz bouillant, c'est qu'il y a un grand plateau sous-marin qui s'étend assez loin, et puis ensuite la pique, et donc c'est un endroit où il y a beaucoup de cétacés, qui fait de cette morphologie. Et aujourd'hui, on connaît certaines aspects des impacts des éoliennes, mais on n'en connaît pas d'autres. Par exemple, le bruit qui est émis par les éoliennes va s'ajouter aux autres bruits existants. Et le gaz bouillant est aussi une zone migratoire assez importante, par exemple, entre la Camargue et le Cotonou. On sait mesurer assez bien la mortalité entière des éoliennes terrestres, parce qu'on compte les cadavres au sol. En mer, on ne sait pas parce que les oiseaux coulent, donc on a un peu de mal à évaluer ça. Et puis une autre chose qui est un peu embêtante pour les éoliennes en mer, et qui veut penser que c'est un sujet qui est plus pénalisant pour la biodiversité que les éoliennes en terre, c'est que en terre, on a en gros inventorié les milieux naturels, on sait en gros où est la biodiversité. C'est pas vrai partout, c'est pas vrai que une partie de la biodiversité souterraine, etc., mais en découvrir. On a en gros des mesures qui permettent, c'est pas idéal, il y a des dégâts sur la biodiversité, mais d'atténuer ces dégâts sur la biodiversité, par exemple, avec les éoliennes près des rivières, qui sont ensuite séparées par les directeurs, on connaît les dégâts migratoires, etc. Après, on ne connaît pas. Donc, en terre, on peut creuser ce qu'on appelle la localisation de moindre impact.
mais en tout cas, on va choisir, parce qu'on ne sait pas. Donc, on risque de mettre les éoliennes dans des endroits extrêmement riches, puisqu'on installe les éoliennes avant d'avoir inventorié le fond de terre. Donc, voilà un deuxième exemple. Et un troisième exemple qui est lié à ce que j'appelle l'agriculture, évidemment. Bon, c'est pas spécialiste de l'agriculture, mais on va dire que c'est développé à très grande vitesse, et des risques de pollution génétique, etc. Et puis, il y a un autre sujet qui se développe beaucoup aussi en Méditerranée mais ailleurs, qui est la déstabilisation. Alors, le problème de la déstabilisation, c'est que, d'une part, ça rejette des semences, d'autre part, les pays qui font ça sont des pays qui ont un mix énergétique très fossile, et donc c'est très énergivore, la déstabilisation, et donc il faut beaucoup d'énergie. Donc c'est quelque chose qui contribue à mettre des gaz de terre. Parmi les autres sujets qui se posent, il y a évidemment celui des fonds marins, qui est un sujet très compliqué et très technique, avec la conflit entre ceux qui sont pour exploiter tout de suite les fonds marins, qui n'est pas si facile que ça, parce que c'est quand même compliqué et les techniques permettent d'aller sur une certaine profondeur et pas forcément partout. Et puis ceux qui pensent qu'il faut d'abord connaître avant d'exploiter un jour, ou ne pas jamais exploiter. Alors, c'est un débat qui a été réanimé récemment par le fait que Trump s'est prononcé sur le sujet. Mais le point que je voudrais faire, c'est que, je ne sais pas si les contrôles d'écologie, qui connaissent pas mieux que moi, mais plus on descend, là on arrive dans des endroits qu'on ne connaît pas, et où on trouve des mécanismes de vivants qui sont très surprenants, avec des espèces qui arrivent à vivre dans l'obscurité totale, dans des endroits où il y a une théorie de la vie est très difficile, etc. Donc, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que plus on va découvrir ce fonds marin, ces grands fonds, plus on va trouver dans ces espèces des moyens d'améliorer la santé de l'humanité. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez à peu près 40% des médicaments qui viennent de la biodiversité. Par exemple, on utilise beaucoup de coraux pour lutter contre certains cancers. On va trouver dans les mer un certain nombre de substances qui, à 100%, certains à 100% qu'on va trouver, donc c'est pas, c'est dans combien de temps et combien. Et certains, on va trouver des choses qui vont améliorer considérablement et qui vont permettre de soigner des maladies qu'on ne sait pas soigner ou de mieux soigner certaines maladies. Mais rien que pour ça, c'est une raison, me semble-t-il, suffisante pour appliquer une sorte de principe de précaution à l'exploitation des grands fonds marins, parce que les exploiter de façon, un peu sauvage ou non réglementée avant de les connaître, risquerait, dans un peu point de vue économique, de les exploiter d'une façon économiquement non bonne, c'est-à-dire pas forcément de la façon économique la plus utile à l'humanité. Alors, la Méditerranée, évidemment, est une mer très particulière, parce que c'est une mer assez fermée, donc avec une eau qui se renouvelle avec peu, et par ailleurs, c'est le deuxième endroit du monde qui se réchauffe le plus vite après les pôles. Donc, on a un très gros problème, qui est on a une population qui est de plus en plus urbaine, qui va de plus en plus vers les côtes, qui souvent n'est pas équipée, comme on pense sur la liste pour un certain nombre d'équipements sanitaires ou de stations d'épuration, etc. Donc, beaucoup de rejets dans la mer, et qui forment, avec une température qui augmente, qui fait qu'il y a les effets qui ont été annoncés tout à l'heure, et puis d'autres, comme par exemple l'arrivée d'espèces qui ne sont pas des espèces naturelles en Méditerranée, donc on a un changement de l'écosystème méditerranéen pour être une tropicalisation de la Méditerranée, effectivement, avec des risques qu'on identifie tous les mois. Voilà, alors, j'insiste sur le fait que c'est important de savoir, c'est assez peu connu que quand le programme des Nations Unies pour l'environnement a été créé, quasiment une des premières choses qu'il a faites, c'est de lancer ce qu'il a appelé le programme de mer régionale. C'est la première idée étant de dire une mer ne peut pas être gérée par un État, parce que si un État luttait trop, mais de réception lutter et que l'État d'à côté rejette tout, ça ne peut pas marcher. Donc l'ONU a dit, nous, en théorie, ce qu'on peut faire, c'est que les États ensemble. Et donc, l'objectif de l'ONU, c'est la coopération internationale pour s'en faire des problèmes. Et le premier
été traité sur la mer régionale, ça a été celui de la Méditerranée. Maintenant, vous avez ce système qui existe sur d'autres mers, la Baltique, la mer Rouge, la Atlantique Nord, la mer Noire, etc., les Caraïbes, le Pacifique. Et donc, à chaque fois, il y a un système de gouvernance qui est en place, puisque tous les pays ratifient la Chine et ratifient, par exemple, les 21 pays les grands de la Méditerranée, plus l'Union européenne. C'est important parce que l'Union européenne est toujours dans le bon sens. Et se mettre d'accord sur un minimum de règles, qui sont des règles à la fois minimales de protection, et la façon dont ils coopèrent ensemble pour essayer de faire progresser ces sujets-là. Donc ça forme un droit qui existe et qui favorise de former un système de gouvernance. Non, je vais dire sur la question des éoliennes, ça va être un exemple avec le chapitrage et certains liens sur les mauvaises décisions qu'on prend parce qu'on a un processus démocratique qui n'est plus transparent. Parce que par exemple, sur les éoliennes, on se dit dans ce cas-là, il faut les mettre à des endroits parce qu'on va avoir des fonds marins qui sont alignés. Il ne faut pas les mettre aux endroits qui ont en gros la biodiversité la plus importante, c'est-à-dire le lieu de moins d'impact. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui en France, c'est que, et donc on a étudié sur cette ville, c'est qu'aujourd'hui, dans les processus de décision pour savoir où on implante les parcs éoliens, il y a un acteur qui a un droit de veto et qui arrive en fin de compte pour décider, c'est le lobby du tabac. Parce qu'on peut se dire, si on a des endroits où il y a tout a été la biodiversité a été très largement abîmée et d'autres où la biodiversité a été préservée, autant choisir entre les deux l'endroit où la biodiversité a été la plus abîmée. Comme ça, on protège les écosystèmes qui sont aujourd'hui préservés. Et donc, par exemple, à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, l'industrie éolienne, les citoyens, les pêcheurs de la pêche côtière, les mairies, tout ça, voulaient mettre des éoliennes au large. Alors, les citoyens, parce qu'au large, on les voit moins, mais l'industrie éolienne voulait les mettre au large parce que c'est une éolienne stable. Et donc, pas plus comme ça, les parcs éoliens flottants, ça va être probablement le premier parc éolien français. C'était plus simple de mettre des éoliennes flottantes dans une zone de sable pour l'ancrage. Le problème, c'est que les zones sableuses sont des zones qui sont habitées, et donc le lobby des familles est venu à dire dans ce cas-là, vous avez le droit de mettre une éolienne là où on ne va pas. Et donc, on a dit la zone, alors maintenant, la sous-zone qui a été choisie, après, on n'est pas voir dans la sous-zone où est-ce que ça va exactement, mais la sous-zone choisie, c'est la zone rocheuse sur laquelle les stabilités nous ont. Et donc, bien évidemment, on sait qu'on a besoin des énergies renouvelables. Le GIEC dit, dans son dernier rapport de mars 2023, c'est la figure 7, dans son rapport de mars 2023, ils essaient de placer les différentes actions pour lutter contre les effets du dérèglement climatique et qu'est-ce qui est le plus efficace. Le premier levier pour lutter contre le dérèglement climatique en lieu de la transition énergétique, etc., c'est le développement des énergies renouvelables solaires et eau. Et le deuxième, c'est la préservation et la restauration des écosystèmes. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment on va combiner les deux. Et sur ce cas du Salut, où on voit qu'en France, parce que le lobby du Salut ne veut plus avoir accès à toutes les eaux qui peuvent être habitées sont des eaux qui sont habitées parce qu'il n'y a pas d'air marine protégée. C'est aussi un lobby qui va s'imposer dans un processus pour placer les activités qui peuvent avoir un impact sur la biodiversité là où eux-mêmes ne vont pas, alors que c'est eux qui ont la plus grosse capacité de destruction de la biodiversité marine. Ce qui est absolument intéressant de tous les parties. Je vais compléter pour remettre un peu votre contexte. Je ne fais pas de choses sur la biodiversité parce que c'est une histoire qui est très juste et qui est le premier facteur aujourd'hui de destruction de la biodiversité, c'est la pêche dans les ciels. Je pense que le deuxième facteur, c'est effectivement c'est sans doute ces destructions physiques des habitats
aujourd'hui, le climat, ça crée des événements de mortalité, mais ce n'est pas la première cause de baisse de biodiversité au l'océan. Mais aujourd'hui, on en est vraiment, il faut vraiment avoir conscience que les émissions de gaz à effet de serre ont énormément augmenté sur les années, mais le changement climatique, il n'est pas immédiat. Et donc, en fait, on en est au début, en fait, des effets du changement climatique. On en est au début des effets de ces émissions de gaz à effet de serre. On n'a plus que 1 degré. Et ce qui va se passer d'ici à 2050, c'est-à-dire demain, c'est vraiment demain 2050, c'est le dernier reste de nos enfants et de nos enfants, là, on risque plus 3, plus 4, plus 5 degrés. Et là, quand on est à plus 3, plus 4, plus 5 degrés, on s'en fout, parce qu'il y a quand même la qualité. Donc, c'est vrai, donc, il y a un véritable enjeu qui est urgent aujourd'hui de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Vous savez, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je pense lié à ces enjeux. Mais je voudrais quand même le répéter à quel point c'est important pour l'océan. En particulier, quand on parle de ces énergies renouvelables, effectivement, ces éoliennes, ça peut avoir, ça a d'ailleurs des conséquences néfastes sur la biodiversité, mais il y a un ratio coût-bénéfice vraiment à évaluer. C'est qu'on est là aujourd'hui en France avec une petite éolienne par habitant. L'ambition, c'est d'arriver à 2 dans 30 ans. Pour y arriver, l'éolien et l'éolien en mer, c'est des composants qui sont importants. Il faut continuer. Donc, je pense que c'est important de toujours peser en fait l'ensemble des éléments. Et on est effectivement dans une situation où la menace du climat, elle n'est pas encore complètement. Et les enjeux pratiques pour les pêches et pour les évaluations de combien de déchets, etc. Là aussi, les effets des changements climatiques sont encore mal évalués. C'est un autre appareil. Moi, c'était, je ne voulais pas du tout comprendre, c'était pour compléter ce que tu disais, parce que sur les faits qu'on a besoin des éoliennes, mais en mer, il y a quelque chose qui se passe pour décider où telle et telle activité arrive, et c'est un peu ce qui était en creux dans les deux opérations précédentes, c'est que ici on va mettre de la pêche, là on va mettre des éoliennes, et du coup si là il y a des éoliennes ici, et puis il va y avoir telle autre chose, etc. Et en fait, ça s'appelle la planification spatiale maritime, ou marine, et c'est éviter de se retrouver à terre, où on regarde une carte, et puis on fait les conseils, en fait, on décide qui fait quoi, où, à partir de quel endroit, quel usage ici, quel usage là. Le problème, c'est pas un problème, c'est une sens, d'ailleurs, pour l'océan est dans 3 dimensions. Et on oublie du coup. Et en fait, on continue à planifier l'océan comme si c'était un 2D, en regardant des cartes. Et c'est un problème. Les fermes éoliennes, il faut qu'on arrête de se dire que dans une ferme éolienne, il n'y a que de la production d'énergie. Il faut qu'il y ait de l'aquaculture le long des pylônes. C'est fait dans des endroits, au Japon, le fait depuis des années. Il faut qu'entre les pylônes, on puisse pêcher avec des arbres, mais les assureurs ne veulent pas assurer les pêcheurs. Parce qu'ils disent qu'il y a plus de chances d'accidents, etc. Donc il y a tout un système qui nous empêche de faire ça. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait que les usages, l'aquaculture, c'est en train d'exploser. C'est-à-dire que demain, avant qu'il y ait plus de biodiversité à cause du changement climatique, il n'y aura probablement plus de poissons à cause de la surpêche, et l'intégralité du poisson tendance viendra d'aquaculture. Mais il faut, donc l'aquaculture va exploser, il faut faire que les usages cohabitent dans un même espace. Et donc, il ne faut pas planifier l'océan en 2D, mais vraiment en 3D, et penser à faire de la production d'énergie avec de la pêche, etc. Et laisser quelques petits endroits où on va pouvoir avoir peut-être encore un peu de sang avec la sauvage, dans des endroits protégés, ça serait bien, mais vraiment penser à faire collecter les usages en 3 dimensions. Pour rebondir, moi je pense qu'on est autour du problème de la diversité des questions pour l'océan. On a parlé là de la pêche, le climat a tout à fait raison, il y a une protégée, nous parlons de place et de sécurité, mais il y a au-delà des vulnérabilités civiles, il y a quand même la haute mer. La haute mer, où il y a eu l'accord, et puis aussi qui n'est pas encore ratifié, qui sont peut-être ratifiés à Nice,
Et donc, cette haute mer, en fait, si on regarde justement l'aspect 3D, ça représente 60% du volume de l'océan. Et donc, par rapport au climat, c'est aussi la zone la moins connue, et la zone qui certainement a le plus d'impact long terme, compte tenu de la concentration de l'ensemble des éléments qui sont chimiques. Et je pense que par rapport au profond, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a la créativité qui est vivante et une richesse qui reste à explorer et qui, pour l'instant, n'est pas complètement bien connue, mais qui est un peu fascinant. Mais le côté pêche, à ce moment-là, dans ce cadre-là, paraît minime, par rapport à cette puissance que l'océan représente en tant qu'entité physique. Mais moi, c'est un sujet que je n'ai pas abordé avec le risque, c'est la présence de la pollution par la mer et l'état des eaux marines. Et puis, tout ce qui concerne l'extraction, et en particulier l'extraction des fossiles en pleine mer. Oui, alors, l'extraction des fossiles, je pense que c'est la base du problème du réchauffement climatique. Ce que je voulais dire, c'est que sur l'ING, il faut se rendre compte que c'est un côté qui est extrêmement important pour plein de choses, notamment sur la pêche. 90% de ce qu'on extrait de la mer est extrait dans les zones économiques exclusives. C'est 90%. C'est-à-dire que le traité sur la haute mer, c'est un traité qui va gérer. Alors, il y a deux choses dans le traité sur la haute mer. Le premier, c'est que la plupart de la pêche a lieu dans les zones économiques exclusives. Ça veut dire que tout ce qui va avoir, en gros, la très vaste majorité des problèmes liés à la pêche ne vont pas être traités dans l'ING parce que c'est dans les États que ça se passe en très vaste majorité. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a une énorme complexité qui va arriver pour gérer la pêche en haute mer parce que la pêche en haute mer est gérée par d'autres traités dans les organisations régionales. Les organisations régionales de gestion de pêche. Et donc, c'est un processus qui est extrêmement long. Et je vais revenir parce que c'est sur l'urgence climatique. Le point sur les éoliennes sanitaires, c'est vraiment un problème de démocratie dans comment on gère et comment on met en œuvre un principe d'optimisation dans la cartographie des usages. Parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas aujourd'hui nier l'urgence absolue de sortir des fossiles. Et là-dessus, nous, on travaille aussi avec lui, on a monté une grande coalition citoyenne pour la protection de l'océan. Et nous, à Nice, on a trois grandes priorités. La première, c'est avoir en France et en Europe et dans le monde 30% des réserves marines protégées dans lesquelles on interdit soit toute la pêche dans les zones de protection stricte, soit toutes les techniques de pêche destructrices comme les salutages dans 30% de nos zones. La deuxième, c'est qu'on engage la transition du secteur de la pêche puisque c'est la première cause de destruction. Donc, engager la transition en interdisant les médias salutiers dans les écoquets et en arrêtant de subventionner le gasoil, parce que ça, c'est un consensus politique international, c'est la première chose à faire pour le dérèglement climatique, c'est déjà d'arrêter de donner des subventions publiques aux énergies fossiles, ce qu'on fait quotidiennement dans la pêche, les fameux 200 millions d'euros qui nous servent à la stabilité. Et la troisième chose qu'on demande, c'est que la France s'engage en faveur d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Le GIEC, l'Agence internationale de l'énergie, tous les scientifiques nous disent que si on veut rester espérer la cible, selon James Hansen et d'autres, est déjà trop, est déjà dans le rétroviseur des 2 degrés. Mais si on veut espérer, en tout cas, de toute façon, chaque dizaine de degrés compte, pour garder des émissions le plus bas possible, il faut ne plus rien ouvrir dans les projets fossiles, gaz, pétrole et charbon. Or, aujourd'hui, on continue à en ouvrir. La loi ILO, qui est une loi pionnière dans le monde, fait qu'on ne peut plus ouvrir de nouveaux champs, de nouveaux projets fossiles sur le territoire français. On a encore Total, Vallourec, Technip, et on a encore 2 banques françaises, la BNP et la Société Générale, qui participent au financement et au développement de nouveaux projets fossiles de taille
directement en alignement au lobby de la pêche industrielle, au lobby de la pêche et au lobby des énergies fossiles. Et donc, c'est ça que mon insecte fait. Parler des lobbies, d'industrie, de trucs, etc., ça m'a commencé à un autre point que je pense que vaut la peine de mentionner, c'est ce qu'on appelle l'économie bleue. Attention, c'est pas pour analyser l'économie verte ou plus forcément durable. L'économie bleue, c'est toute l'industrie liée à la mer. Donc, il y a l'extraction d'énergie fossile, le transport maritime, la pêche, les croisières, l'énergie marine renouvelable, etc. C'est en train d'exploser. Et actuellement, si on regroupait l'économie bleue ensemble, ça serait la 5e puissance mondiale. Le CDE, là, est sorti de 5e. En tout cas, c'est gros. Voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et il y a de réels problèmes d'équité de redistribution. Parce qu'il y a pourtant une grande partie qui sont des points communs, mais il y a très peu d'acteurs qui se partagent tout ça. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc, il y a ce qu'on appelle les 100 plus grosses compagnies dans ce secteur se partagent 65% de tous les bénéfices. C'est considérable. C'est une concentration bien plus importante que ce qu'on peut avoir dans d'autres pans de l'économie. Et quand on regarde le secteur, par exemple pour le transport maritime, les 10 plus gros, je crois que c'est plus de 95% des revenus. Pour les croisières, c'est très gros. Je crois que c'est les 10 plus gros, c'est 90%. Il y a comme ça dans plein de domaines. Il y a deux problèmes qui sont liés aussi à l'agriculture. A été mentionné l'utilisation des ressources génétiques marines pour faire des produits, des médicaments ou pour entrer dans la cause. Et pour l'instant, les brevets de ressources génétiques marines de tout l'océan confondu sont détenus pour moitié par une seule compagnie. C'est une compagnie qui a breveté la moitié de ce qui a été breveté en Afrique. C'est BASF, Monsanto, etc. C'est considérable. Donc, il y a des réels problèmes d'équité en mer qu'il faut régler. Alors, ça, c'est le côté un peu problématique, mais si on regarde ça du bon côté, on essaye, c'est-à-dire qu'avec très peu d'acteurs, si ces acteurs-là s'engagent dans la durabilité, si ces acteurs-là sont vertueux dans la pratique, avec très peu d'acteurs, on peut avoir un effet transformateur extrêmement important. Donc, il est important d'engager ces acteurs-là, il est important qu'ils viennent dans des réunions comme UNEP, par exemple. Il est important de parler avec les industriels parce qu'ils sont aussi source de solutions. Je propose une question sur les pesticides et sur l'état de l'innovation. Non, parce que la comparaison sur l'économie bleue, parce qu'en fait, il n'y a pas de définition internationale de l'économie bleue. Et les PNU, tous les organismes qui gravitent autour du PNU, dont le Plan Bleu et le PAM, nous, on n'adopte pas la définition de l'économie bleue que vous avez dit. Oui, c'est la conception classique qui s'apporte à la mer. Nous, on considère que l'économie bleue doit être définie comme une économie bleue durable. Donc, on ne met pas dedans ce qui contribue à détruire la mer. On essaye de pousser cette idée qu'il doit y avoir une économie bleue durable, etc. Mais il n'y a pas de définition internationalement reconnue, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs. Donc, ça fait la première chose. La deuxième chose, c'est que la question qu'avait posée Isabelle, je pense que c'était pollution. Et en fait, on a répondu surtout sur les énergies fossiles et les ES. Alors, sur les pollutions, c'est un sujet très important. Et je voudrais quand même que vous ne sentiez pas trop déprimés de cette salle. Et donc, montrer qu'on a quelques avancées. Et je voudrais prendre un exemple très simple. Il y a 8-9 ans, on a commencé à travailler au plan 2 sur un projet qui consistait à essayer de faire en sorte que, pour expliquer les choses autrement, les bateaux en mer utilisent un carburant fossile qui est le fuel lourd. Et donc le fuel lourd est beaucoup plus polluant que celui qui est utilisé dans vos voitures, si vous avez des voitures, notamment parce qu'il y a un certain nombre de produits dedans qui sont des polluants de l'air, le NOx, le soufre, etc. On a travaillé sur l'idée de faire en sorte que la Méditerranée, au départ on est parti sur une petite zone de la Méditerranée, c'est-à-dire une zone sans émission de soufre, c'est-à-dire qu'on retire le soufre du lourd du bateau.
finalement, en travaillant, la pause prenant un peu, on s'est dit qu'on allait proposer ça pour l'ensemble de la Méditerranée. Donc ça a été 7-8 ans de travail. C'est une mesure qui a été adoptée à la COP de la Convention de Barcelone d'Antalya en décembre 2021, qui ensuite a été, en ce qui concerne tous les pays de la Méditerranée, puis qui ensuite a été présentée à l'OMI, qui a été adoptée à l'OMI, et qui est rentrée en application le 1er mai, qui est à 20 jours, en Méditerranée. Aujourd'hui, les bateaux qui naviguent en Méditerranée doivent utiliser un carburant dans lequel il y a quasiment plus de choses. Ça existe déjà en Baltique. Avec de l'expérience méditerranéenne, il y a un projet similaire maintenant qui est en train de se mettre en place, ça prendra quelques années, en Atlantique. Alors, quels sont les avantages? Premièrement, les soufre sont très mauvais pour la santé humaine. Et donc, on va laisser traîner en mer sur ce canal jusqu'à 200 km à l'intérieur de terre. Donc, vous voyez le nombre de millions de personnes que ça concerne. Ça peut provoquer des AVC, ou contribuer à provoquer des AVC, insuffisance respiratoire, etc. Deuxièmement, acidification de mer, évidemment, et océans. Troisièmement, très mauvais pour la biodiversité. Quatrièmement, mauvais aussi pour l'agriculture et pour la sylviculture, puisque ça ralentit la croissance des végétaux. Et cinquièmement, danger, parce que les eaux peuvent contribuer dans certaines conditions contraires à la formation de brumes marines, qui peuvent favoriser des accidents soit en mer, soit même sur des routes côtières. Donc, l'exemple d'un service très technique, on en a très peu parlé dans les médias, et il ne concerne que la Méditerranée, mais il concerne aussi d'autres mers, les Caraïbes aussi, en fait. Donc, pour vous montrer qu'on peut avancer quand même sur lui. Alors maintenant, évidemment, pour vous montrer que c'est compliqué, quand on a obtenu ce succès, France Nature Environnement, ça fait un communiqué de presse que je comprends tout à fait, et que j'aurais probablement sorti si j'avais été en place. Et puis, oui, c'est bien, mais c'est pas idéal, parce qu'il nous aurait fallu qu'on fasse en même temps les mecs. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la zone méca. Alors, moi, ce que je peux vous dire pour avoir accès à l'Europe, c'est que si on avait essayé de faire en même temps les notes, on n'aurait jamais obtenu l'accord. Parce que dans ces cas, ça a été très, très difficile. Et l'avantage de ces cas, c'est qu'on peut changer la motorisation des bateaux. En gros, les bateaux ont deux cuves. Quand ils naviguent en Atlantique, ils subissent le carburant sucré, et puis quand ils arrivent, par exemple, en Atlantique ou en Méditerranée, ils passent sur la cuve non sucrée. Pour l'inox, il faut changer la motorisation de navire. Donc, c'est beaucoup plus coûteux. Et évidemment, tous les pays par ici, par exemple, de la Méditerranée, ils disent aujourd'hui, qui va financer le renouvellement de notre flotte. Voilà, donc, pour l'inox, ça s'appliquera sans doute probablement uniquement au nouveau navire. On ne sait pas encore, parce qu'on est au début des travaux. Merci de l'avoir répondu. Dans l'état de gaz, il y a ce qui fait le carburant, il y a aussi ce qui vient de la terre, et qui est aussi dans la mer. Qu'est-ce qu'on a comme information sur l'état aujourd'hui? C'est ce que je disais tout à l'heure, en effet, la majorité de la pollution en mer vient de la terre, donc pollution chimique, qui est impactée beaucoup par les fleuves. La raison pour laquelle nous, on prône une approche par personne, et la Convention de Barcelone a fait un protocole climatique qui est en lien avec le protocole pays scientifique. Ce protocole, on pense toujours que cette convention est applicable qu'à la Méditerranée. Ce protocole est encore applicable au nord de Besançon. Parce que un de Rhône va jusque-là. Donc, tout le bassin de Rhône qui est concerné par ce protocole. Et ce protocole est encore applicable à la frontière entre le Libre et le Soudan. Parce que c'est tout le bassin de l'île qui est concerné. Donc, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée, par exemple, fait ce travail de mesure de pollution en mer, sur le littoral, etc. Et aussi en coopération avec les pays particuliers de la Méditerranée pour essayer de quantifier et ensuite de diminuer ces émissions de polluants, sachant que c'est très bien qu'il y en a beaucoup trop. Il y a des plastiques, il y a des états de polluants, mais certains qui ne sont pas mesurés. On n'est pas sur la très bonne voie là-dessus, c'est un peu plus stable. Vous avez peut-être entendu parler des négociations pour la santé mondiale sur le plastique. Donc, il n'y a pas abouti parce que certains pays qui sont tout à fait contre, qui fournissent en général sur des pays de pétrole, qui évidemment fournissent une matière première à l'occasion pour les plastiques. Alors, la voie de rechange, l'option numéro 2, c'est je pense qu'une des choses qui va être défendue à l'IMEC et qu'on va devoir essayer de mettre en œuvre, c'est de voir si on ne peut pas mettre en œuvre un traité plastique pour la Méditerranée. Il se trouve qu'on a la COP de la Convention de Barcelone en décembre de cette année, en Égypte, qui sont énormément au sud.
On va voir si cette idée qui doit travailler va véritablement sortir du mode, sachant qu'ensuite, il y a tout un travail qui va durer tout à fait. Avant de passer la parole à la salle, j'aimerais savoir ce que vous attendez de cette conférence qui va avoir lieu à Nice à partir du 10 juin. Cette conférence, ce sont les Nations Unies sur l'océan, l'UNOC. Est-ce que vous pouvez répondre? Moi, je pense que ça va être extrêmement important de travailler sur l'océan. Donc, ça déjà, en soi, moi, je trouve que c'est assez récent sur la trace. Mais au niveau de stratégie aujourd'hui, je pense que le fait que l'océan soit plus sur le bassin peut attirer l'attention sur l'ensemble des problèmes que sont la diversité des climates et qui touchent ces aspects qui ont fait à la suite de la civilisation. Il va y avoir une session océan, une session finance, une session avant la question de la sécurité. Le fait qu'il y ait une session c'est une problème. Je pense que c'est très important pour nous, la possibilité d'avoir un état de défense avant de pouvoir discuter de ce qu'on va faire sur l'océan. Puisque cette question de la construction me paraît être une difficulté qui va avoir à une situation de durable. Et puis, au moins, de discussion de problèmes avec d'autres personnes internationales qui ne sont pas, qui s'appuient justement sur cette sanction. Est-ce que ce sera piloté à la tâche? Pour ce qui est de la connaissance citoyenne pour la protection de l'océan et des bios, je vais dire, pour rebondir là-dessus, que nous, ce qu'on attend, c'est que les États entendent enfin les scientifiques et surtout mettent en œuvre les recommandations scientifiques. Et donc, il y a deux mesures essentielles sur les deux causes majeures. La principale cause et deux causes majeures de destruction de l'océan, c'est avoir des aires marines protégées des postes destructrices, etc. Donc, faire que la France, l'Union européenne et le gouvernement du monde s'engagent à créer des véritables aires marines protégées dans 30% des eaux. Et la deuxième chose, c'est sur le dérèglement climatique que les nations s'engagent à négocier un traité international de non-prolifération des énergies fossiles et s'engagent sur le chemin de la non-prolifération en interdisant les nouveaux projets fossiles sur leur territoire et en interdisant aux entreprises établies sur leur territoire de participer à l'ouverture de nouveaux projets fossiles sur leur territoire d'origine ou de parvenance. Ce que ça rejoint ce qui est dit, c'est que grâce à la conférence scientifique qui va avoir lieu avant, qui va faire évidemment des français et donc un peu de ce qu'on ne sait pas aussi, évidemment, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais ça va quand même montrer que la science et la connaissance est plus facteur limitant dans la prise de décision. Clairement, il y a énormément de choses qu'il faut mettre en œuvre pour aller vers un monde plus durable, un monde plus juste, on sait ce qu'il faut faire. Et donc, moi, ce dont j'aimerais, c'est que les États n'aillent pas d'une conférence à l'autre en promettant toujours de faire ce qu'ils n'ont pas fait entre ce moment et la conférence d'avant. Donc, là, je travaille avec quelques chercheurs qui parlent en tant que citoyens. Et donc, moi, c'est ça que j'aimerais un petit peu, c'est qu'on peut-être soit moins ambitieux dans les provinces, mais plus sérieux dans la mise en œuvre. Je pense qu'un élément pour encore, c'est l'occasion de faire parler entre les différents acteurs. Donc, la science, c'est un acteur, les ONG, c'est un autre acteur, on a le gouvernement, c'est un troisième acteur, et puis les industries et les parties prenantes de la mer, c'est un quatrième acteur. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de construire ce dialogue, et c'est partie de ce que Françoise est en train d'essayer de construire avec l'instrument qui est en train d'être monté, l'International
les acteurs entre eux pour arriver à des solutions qui conviennent à tout le monde, en fait. Parce que ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas implémenter une solution si il y a une partie des acteurs qui ne sont pas d'accord. C'est vraiment une adhésion pour pouvoir arriver à ces solutions. Et moi, c'est ce que j'attends de cette conférence, c'est de commencer à renforcer ces liens. Deux choses. D'abord, la chose dont on n'a pas parlé, dont on n'a pas parlé, parce qu'on mentionne quand même qui est très important, à mon avis, pour les maires et les sciences, c'est le tourisme. Évidemment, avec l'année, c'est quasiment catastrophique, hein, c'est une pression sur les habitats côtiers, terrestres, sans tous les réseaux d'eau, etc., mais c'est Caraïbes, c'est d'autres endroits comme ça. Et il faut pas que très très grand chantier devant nous, et ça fait partie de l'économie durable, de changer complètement le tourisme dans des zones comme ça, où véritablement, on voit la base des mers à s'écarter, et qui contribue à découvrir un peu plus. Sur les résultats de ce que j'attends du NOC, je vais dire des choses différentes de ce qui a été dit. Moi, ça fait 2 ans que je milite pour le fait, donc je milite que je faisais de façon concrète, que la France annonce des mesures lors de la politique de la France, et l'autre a proposé le close de cette conférence. Et la France est également le deuxième domaine maritime mondial. Donc elle est peut-être une puissance d'entraînement dans cette histoire de diplomatie maritime. Et donc, moi je pense que ça serait très dommage si cette conférence était uniquement de la com. C'est bien la com, parce qu'il en faut, comme a dit François, pour prendre conscience la seule au niveau de conscience des gens, parce que le niveau de conscience des océans, comme tu l'as dit, n'est pas encore assez élevé, c'est un peu stable, mais ça ne suffit pas. C'est très bien d'avoir un accord international et l'accord Stability National Jurisdiction dont on a parlé très important, ça c'est incontestablement un pas en avant. Il est ratifié à une autre instruction diplomatique, il est ratifié en novembre, c'est pas pire, on n'est pas 6 mois après non plus. Mais si la France n'annonçait pas des mesures sur son littoral, sur ses mers, que ce soit sur la surface, sur les domaines protégés, sur les écoutes protégées, sur la protection des zones humides côtières, l'intention des carrières, etc., la France peut annoncer des mesures sur son littoral et sur la terrestre et maritime, et dans ces eaux, y compris l'outre-mer. Voilà, donc moi, ça serait des mesures concrètes, et ça pourrait avoir un effet d'entraînement, parce que contre la deuxième défense maritime, maritime, sachant que le premier domaine maritime européen est bien, ça peut avoir un effet intéressant. Voilà, donc c'est ce que je dis. Vous avez la parole à la fin. Est-ce que des questions? Il y a un truc qui me fait que cette histoire de dialogue, parce que, en fait, l'entreprise qui est marrant, etc., donc, je vous connais comment est-ce qu'on va aider, est-ce qu'elles sont pas de dialogue, quelle législation vous allez avoir, j'ai l'impression que ça bloque et qu'est-ce qui pourrait se passer positivement par rapport à ça? Nous, pour ça, nous, on a fondé il y a 20 ans, et puis 20 ans, on a tiré une leçon de l'industrie du chalutage, c'est que c'est le rapport de force et la contrainte qui va pouvoir changer les choses, parce que ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, quand on dit le chalutage est destructeur, la réponse que nous donnent les comités régionaux et nationaux de pêche, c'est que le chalutage permet de récupérer les déchets au fond de l'océan et donc ils sont un peu des éboueurs des mers, et que le chalutage ne fait que caresser les écosystèmes. Ça, c'est véridique. Et c'est comme ça que l'industrie des chalutiers en France est devenue une industrie qui refuse de regarder les flottes en face. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire que le chalutage détruit les fonds et comment on en change, comment on transitionne vers d'autres techniques. Leur stratégie est de dire nous sommes l'avenir et il n'y a rien à changer à nos techniques de pêche. Et donc, quand on a dit, est-ce que vous vous rendez compte qu'en rappelant construire sur des fonds pour pulvériser des habitats entiers sur 670 000 km²,
ils vont vous dire, mais en fait, comment vous avez ces données? Ça, c'est global. Moi, c'est les données publiques, etc. Ils disent, mais je ne comprends pas votre code, donc je n'y crois pas. Et donc, tout est comme ça. Donc, moi, je ne crois pas du tout les gens peuvent dialoguer à partir du moment où on a une base. C'est-à-dire qu'il faut partager un constat. Et donc, à partir du moment où un des acteurs autour de la table ne reconnaît pas les faits scientifiques, on ne peut plus avoir un dialogue, puisque la base, on peut être en désaccord sur des solutions, par exemple, pour changer. Mais si une personne ne reconnaît pas le problème, on ne peut pas discuter de la solution. Et donc, je pense qu'à une note, pour ce qui est de la France, sur le fait d'aller au-delà de la communication et annoncer des choses, ce qui me manque aujourd'hui, c'est de la volonté politique du gouvernement et du président de la République de couper la relation toxique qui, depuis des décennies, lie le gouvernement français au début de la pêche industrielle et au début du peuple. Je pense que c'est une question qui dépasse largement. C'est la même, ça va être du dialogue de la guerre. C'est l'heure il n'y a pas que le salut, il y a plein d'autres domaines dans lesquels on peut dialoguer. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on met la porte au dialogue parce qu'il y a quelques acteurs qui se prennent. Je pense qu'il faut quand même insister dans cette direction. Il y a plein d'autres problématiques à des familles et sur lesquelles on peut avancer ensemble en dialoguant. Moi, je travaille à l'Institut pour le développement. Et donc, nous, on est un petit peu pionniers dans la recherche de solutions sur le marin. On travaille en collaboration avec des pays en développement et on a un petit peu d'expérience là-dessus. Je vais vous donner un exemple que je connais d'ailleurs pas très bien, mais que j'ai trouvé qui était assez emblématique. C'était des chercheurs, une coalition de gens qui étaient pensés avoir raison et qui n'avaient absolument pas compris ce qu'il fallait faire. Et ils ont demandé aux pêcheurs, et donc par la force, avec des réglementations, il a compris dans l'âge de tout pêcher là, vous êtes en train de détruire les écosystèmes. Donc à la place, vous allez compter des algues et puis vous allez bâtir votre économie là-dessus. Et ça n'a pas marché en fait, parce que les pêcheurs n'ont pas voulu, ça ne faisait pas partie de leur culture, ça ne faisait pas partie de leur alimentation, donc c'était une transformation qu'ils n'étaient pas prêts à faire. Et cette transformation, elle avait été imposée. Et donc ça a été un échec total, à partir des temps de dialogue, ça a été juste imposé sur la base que vous êtes en train de détruire votre écosystème. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu une concertation où là, la solution avait été trouvée en associant les personnes concernées, les pêcheurs. Et la solution qui a été trouvée, ça a été de leur donner des subventions pour qu'ils puissent acheter des embarcations pour aller plus loin, pour pêcher ailleurs, ce qui a permis de préserver la zone qui était menacée et qui était une solution qui a convenu à tout le monde. Donc là, c'est un exemple. Donc, le dialogue a fonctionné et peut fonctionner. Et c'est vrai que nous, à l'URD, c'est un peu la façon de faire, la marque de travail de la maison, c'est vraiment d'associer les personnes concernées dans la recherche de solutions, parce qu'on estime qu'on n'est pas capable, chacun tout seul dans son coin, d'apporter des solutions qui conviennent et qu'on a essayé d'associer les populations. Ça faudrait peut-être une réponse un peu plus nuancée que celle de Bloom, parce que le secteur de la pêche est un secteur très dur, c'est incontestable, mais ce n'est pas le seul concerné. D'abord, il y a des progrès techniques. Et les progrès techniques, on les fait dans des domaines où on a envie de faire et où on a fait des bons. Si je prends l'exemple du bruit sous-marin, pour l'instant, on n'avait pas tellement envie de faire des progrès dans le domaine du bruit sous-marin, parce que ce n'était pas une priorité, et on s'est estimé son importance, et donc on n'acceptait pas trop. Ça commence à changer, il y a des progrès techniques, il y a des lignes qui font moins de bruit, il y a des modes de propulsion qui font moins de bruit, et il y a un certain nombre d'acteurs qui s'engagent. Je prends un exemple parmi d'autres, le port de Vancouver, qui est le premier port du Canada, donc un très grand port en termes de chiffre, a instauré des réductions de droits de port pour les bateaux qui sont moins bruyants et pour les bateaux qui émettent moins de polluants. C'est certifié par des sociétés de certification et ces réductions peuvent aller jusqu'à 75% des droits de port. C'est assez important à Vancouver parce que c'est un endroit très riche en biodiversité, notamment il y a
un gros port qui est très proche du port, donc c'est une raison pour laquelle ils ont fait ça. C'est copié maintenant par d'autres ports au Canada moins connus, et ce sont des choses qu'on peut dupliquer. Voilà, il y a des exemples comme ça, on a parlé tout à l'heure de CETA, etc. Donc, le dialogue avec les acteurs, il y a quand même une évolution de certains acteurs. Voilà, donc, je pense que CETA, c'est un secteur à part, qui est très dur, qui est très conflictuel, on n'a pas la même configuration partout. Oui, je voulais juste dire qu'il n'y a pas que le lobby de la pêche, parce que c'est vrai, il y a aussi le lobby des énergies fossiles. Mais par exemple, si on pense au lobby des énergies fossiles, par exemple, en France, on sait, il y a eu des papiers qui ont été écrits là-dessus, Total sait, depuis 1971, que son activité induit des dérèglements climatiques. Et ça fait maintenant 50 ans qu'ils le savent, et pendant des décennies, ils ont financé l'industrie du tout. Et ils ont fait du tout. Aujourd'hui, le lobby de la pêche fait pareil, et bien évidemment, il faut accompagner les pêcheurs localement, engager une transition, on a tout un programme de transition, on travaille avec des avis, etc., pour faire des scénarios de transition, mais il faut se rendre compte de deux choses. C'est que la première, c'est que le président du lobby de la pêche industrielle, Olivier Lemézec, a été décoré de la Légion d'honneur à l'Élysée, dans les salons de l'Élysée, par Emmanuel Macron et quelques années. Donc à un moment, il y en a un lien entre un lobbyiste et le pouvoir central qui est tel que l'avenir des petits pêcheurs côtiers n'emporte pas dans cette solution-là. Et quand le chef du lobby ne veut pas entendre parler de la transition, on ne peut plus se soucier des petits pêcheurs qui, eux, sont en train littéralement de mettre la tête sous la porte. Et je vous invite, si vous voulez, à aller sur la chaîne YouTube de Carpula, qui a publié hier un documentaire sur les pêcheurs de France qui sont en train de mettre la tête sous la porte par dizaines d'emplois de Boulogne parce que les médias qualités sont en train de tout laisser au large de la planète interpellée. La deuxième chose, c'est que si on doit avoir des scénarios de transition, il faut que les acteurs aient envie de changer. Si la seule réponse à laquelle on a besoin, c'est ce qu'avait dit Patrick Pouyanné à Saint-Joseph, vous êtes un scientifique, je vis dans le monde réel, et donc je dois continuer à ouvrir des nouveaux projets possibles, on va avoir un problème. Et donc nous, on pense que le dialogue doit avoir lieu entre gens de bonne foi qui n'ont pas des intérêts financiers directs dans la préservation de l'activité des cyclistes. Et donc c'est pour ça que nous, on prend littéralement qu'aujourd'hui, on a toutes les recommandations scientifiques qui sont sur le papier et qui nous disent des réserves marines protégées, la fin des nouveaux projets d'énergie fossile, et les ceux qui ne sont pas d'accord, peut-être pour l'industrie du tabac, l'industrie du tabac ne voulait pas reconnaître les impacts de l'industrie du tabac, on n'a pas besoin des invités à la table. Et d'ailleurs, il y a une convention à l'OMS sur la lutte contre le tabac qui interdit à l'industrie du tabac d'être à la table des négociations sur la lutte contre le tabac. Et donc ça, c'est ce qu'on demande aussi à faire. Il y a des coalitions européennes pour interdire au lobby des énergies fossiles de venir au COP et de venir discuter de la transition énergétique parce que c'est des gens qui ont un intérêt, un conflit d'intérêt à préserver l'existant. Et par exemple, le jour où outre-Manche, le Royaume-Uni a commencé à interdire les habitats de fond dans certains petits bouts de aires marines protégées, qu'a fait la France avec des pays européens, plutôt que de regarder l'exemple du Royaume-Uni, elle a attaqué le Royaume-Uni à la Cour permanente d'arbitrage de la haie. Et là, on a eu la décision il y a un mois, dans laquelle la Cour permanente d'arbitrage de la haie donne raison au Royaume-Uni en disant que c'est des décisions fondées sur la science qui ne sont pas discriminatoires, là où l'Union européenne est en train de dire que de toute façon, on ne fallait jamais interdire les habitats de fond dans la moindre aire marine protégée britannique. Donc là-dessus, je pense qu'on n'a pas la même stratégie de changement. On a une stratégie de changement de transition, comme vous le dites, mais à partir du moment où les gens reconnaissent qu'il y a un problème à traiter. Donc maintenant, la pêche, mais sauf que les habitats au préalable étaient détruits, ça va beaucoup plus vite. En 3 ans, on détruit des projets en intérieur de la marine protégée une fois qu'on a fermé la pêche. Donc ça va aller plus vite, mais sous réserve que l'habitat n'est pas détruit. Et après, le temps que va prendre la marine protégée pour bénéficier à la pêche, c'est là le nœud du problème de tout type de transition, c'est qu'il y a un coût de transition. Et donc le temps fermé pour bénéficier à la pêche, c'est un peu plus long. Pareil, c'est toujours des chiffres comme ça dépend de la taille de la marine protégée, de l'habitat et des espèces
Le plastique, 80% du plastique, 80% du plastique arrive de la mer par les fleuves et par les fleuves. Et seulement 10 à 20% vient directement de la mer, les fleuves, etc. Et ça arrive essentiellement par les fleuves. Non, par les fleuves, ça veut dire c'est les eaux usées, c'est pas les bateaux qui sont dans les fleuves, c'est nous. En fait, on estime que entre 5 et 10% de la production plastique qu'on fait sur Terre arrive dans la terre. Par les fleuves. Essentiellement par les fleuves, en grande majorité. Parce que c'est les rejets, comme c'est ce que tu veux dire, toute la pollution qu'il y a dans la mer vient de la terre. Donc c'est pareil pour les plastiques, ça ne vient pas des bateaux qui sont sur mer. L'essentiel de la pollution en mer vient de la terre. Et alors comment le plastique arrive dans les fleuves? Oui. Dans la mer. C'est ce que je vous dis. Vous faites votre métier de la vie. Mais simplement, vous choisissez le t-shirt, etc. Vous allez acheter un style, par exemple, et vous l'avez acheté en style, mais bien votre t-shirt, vous l'avez 2 ou 3 fois par semaine ou par mois, ça dépend de vos habitudes. Et il y a tout le plastique qui est parcellisé en petites tailles, etc. Toute l'eau de votre liquide va se déverser de la mer à un moment donné, en passant par les fleuves. Oui, mais si on est... Oui, il y a ça, mais c'est pas forcément ça qui représente le plus toxique pour l'ensemble du vivant et la biodiversité. Juste les propos que vous voyez dans les films, comme vous dites, sont bien visibles. Donc, vous prenez comme exemple, comme fleuve, la Seine, qui est nettoyée, qui est propre. Mais la plupart des fleuves dans la plupart du monde, malheureusement, ils ne sont pas nettoyés et il y a plein de choses de plastique qui flottent et qui se retrouvent dans la mer. Donc, les gros bouts, ils vont être portés par les fleuves ou directement, ils tombent à la mer par les villes qui sont au bord de la mer. Mais ça, c'est bien par rapport à la pollution plastique. Les gros bouts que vous voyez, les problèmes, c'est les microplastiques. Alors, donc, les deux principales. Donc, effectivement, les gros bouts, en gros, la bouteille plastique, on en parle beaucoup parce que c'est simple à résoudre. Parce qu'en gros, on a la solution sur les consignes et ensuite, on a des systèmes dans lesquels on sait qu'on pourrait les collecter, etc. Mais les deux principales sources, et ça c'est très reconnu, les deux principales sources de microplastique dans l'océan, c'est le textile et le pneumatique. Donc les pneumatiques des voitures, on n'a pas de solution. Sauf à réduire le parc automobile. Et pour le textile, on n'a pas de solution, sauf à interdire ou réduire très fortement le nombre d'habits qui sont faits à base de produits synthétiques. Et le problème que vous avez là, c'est que contrairement à la bouteille d'eau, qui est un sous-problème parce que ça vient bien après pour la microplastique, et en plus dans lequel on a une solution assez évidente qui est la bouteille en verre, pour les pneumatiques ou pour les textiles, vous avez une bateau à deux secteurs industriels extrêmement puissants, l'industrie des transports économiques et l'industrie du textile. Ce que nous montre cet exemple, c'est que le passage des véhicules électriques ne résout qu'une petite partie du problème posé par les voitures. Parce que vous aurez avec les véhicules électriques toujours des particules de fond qui vont se détacher sur la route. Et puis quand vous avez une averse, ça va décider par le ruisseau du coin, qui lui-même va dans la route, puis dans une rivière, puis dans un fleuve, et puis dans la mer. Voilà. Donc, c'est très intéressant. J'ai peut-être une question pour finir sur une note un peu plus réjouissante. J'ai pas mal parlé des acteurs du public, notamment face
électrique ou sanitaire, des acteurs privés possibles, et puis du rôle des citoyens ou d'acteurs privés pour justement lutter contre cette pollution et aussi protéger les océans. Qu'est-ce que tu en penses de ce rôle-là? Il y a quelque chose à déjà voter, de savoir partir au vote, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est avoir un lien avec ses représentants, les élus, parce que la plupart du temps, l'écrasante majorité des gens qui s'impliquent en politique, ils sont sincères parce qu'ils font, donc ils essayent de travailler pour le bien commun. Des fois, ils ne savent pas que c'est important, ils ne savent pas que c'est important. Donc, dans son député, dans son sénateur, ça joue. François Galle mentionnait qu'une des valeurs esthétiques du NOC, c'est que ça met le projecteur sur l'océan. Moi, dans mon travail au quotidien, je travaille de manière assez étroite avec un certain nombre de politiques, que c'est pas des conseils, ça fait partie de mon travail, c'est normal. J'avais, depuis que l'INOC approche, j'ai eu autant de sollicitations. Là, demain, je suis encore auditionné par le Sénat. Je l'étais à l'Assemblée la semaine dernière. D'habitude, c'est jamais aussi rapproché. Donc, il s'intéresse à parler avec ses représentants, c'est important. Ensuite, c'est avoir une approche de la consommation raisonnée. Manger mieux du poisson, c'est un peu compliqué le poisson parce que c'est pas juste, c'est pas facile, on peut pas dire juste qu'il faut manger telle espèce plutôt qu'une autre, parce que ça dépend de telle espèce qui est pêchée où, quand et comment. Donc c'est compliqué, mais voilà. Alors c'est indiqué sur les étiquettes, c'est la zone pêchée, des fois c'est FAO 47, ou une habitage, voilà. Mais pareil, ça va dépendre beaucoup de. Mais il y a des applis, par exemple, qui sont faites pour dire quel poisson, quel moment, etc. Donc, il y a ça, il y a les circuits courts, c'est bien. Et sensibiliser les gens autour de vous au fait que notre bien-être au quotidien dépend aussi de l'océan. C'est pas que la forêt amazonienne et Montpellier, des dames. Ça, c'est en tout, mais c'est que manger bien du poisson, des produits de la mer, c'est extrêmement important, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on peut avoir une partie raisonnée vis-à-vis de ça, et vraiment, un des piliers de la durabilité, on va mettre un aspect, j'ai étudié un article là-dessus, mais un des piliers, c'est la littératie océanique. Donc, il faut vraiment expliquer qu'on dépend de l'océan. Donc, sensibiliser les gens autour de vous, vos amis, votre famille, c'est aussi faire quelque chose. On a fait des choses, c'est ça. On espère en tout cas. Juste une petite question pratique. Parce que les côtés de l'école, c'est dans un mois. Est-ce que vous êtes au courant de ce que les organisations françaises vous proposent concrètement? Parce que vous savez que vous proposez de complète administration. Et que personne peut être pratiquement atteint. Je crois que les universités qu'est-ce que vous attendez de plus en termes de contraintes? La question, c'est qu'on parle de plastique, parce que les objectifs concrets qui sont proposés par les Français, en France, sachant que le plastique, pour moi, c'est exponentiel, et qu'on n'a pas de solution. On peut se baser sur des solutions techniques, mais il va durer le temps de déformation de plastique. Parce que c'est des solutions automatiques pour les faire. Il y a partiellement parce que d'autres personnes qui ont demandé de répondre sur le plastique. Il y a une initiative qui a été lancée, One Celui qui est maintenant, peut-être 2 ou 3 ans plus tard, qui est pas intéressante, qui est de résorber les décharges littorales. Les décharges en France, effectivement, sur cette décharge littorale, ça va plus rapidement et plus facilement à la mer qu'ailleurs. Il y a des acteurs dans tous les pays du monde. Donc, déjà, si on commence à faire ça, ça me semble une petite partie pour sur les plastiques, il y a eu l'espoir qu'il y ait un traité international sur le plastique qui ne visait pas à supprimer le plastique, qui visait à réduire son usage et à réutiliser le plastique existant, le recycler, etc. Parce que c'est déjà ça. Donc, même ça, c'est l'ambition qui n'était pas de l'ambition totale. Il va tout à fait échouer parce qu'il y a un certain nombre de pays qui sont pétrole, l'eau, le plastique, qui n'ont pas intérêt à ça. Donc, ça n'empêche pas qu'on peut faire des choses. Par exemple, cette manière aussi de répondre à la question de la moiselle et l'enfant, vous pouvez très bien décider de ne plus acheter des petits synthétiques. C'est la belle, de boire de la bouteille en verre, en plastique,
choses qu'on peut faire aussi à son échelle. Sur la première section, on a un petit peu parlé tout à l'heure, il y aura évidemment, comme toujours dans ce cas-là, de la com, c'est mieux que rien parce qu'il faut quand même des compétences. Je crois qu'elle est encore suffisamment forte pour pouvoir utiliser un peu en portée. C'est quelque chose qu'on connaît mal, les séances, clairement. Donc, il y a des choses à faire, un problème d'éducation. Il y aura des déclarations politiques, puisque souvent des sommets se terminent toujours par des déclarations politiques. Donc, ces déclarations politiques, il y en aura plusieurs, il y en aura une spécialement globale, etc. La tonalité de ces déclarations politiques est intéressante parce qu'elle donne une tonalité de ce sur quoi c'est pas très grand, c'est des sujets sur lesquels on se met d'accord, mais ça n'entend aucun résultat concret. Donc, moi, personnellement, depuis 2 ans, je peux dire que je ne suis pas content de ça, il faut avoir cette question plus claire. Moi, je suis passé par ce niveau, je ne sais pas si ça ne vous pas. Le bon côté des choses, c'est que cette question de note est en théorie basée sur des solutions, plutôt que sur des problèmes. En théorie, on pourrait proposer des solutions, mais on en proposera concrètement, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura des annonces d'acteurs, y compris d'acteurs économiques privés, et je pense qu'il y aura des annonces de la France, notamment sur les ANP, parce que quand même la politique française depuis 1 an a évolué sur les ANP. Voilà. Ça peut être mieux enseigné que moi. Je n'ai pas de l'écoute. Marine protégée. C'est pas encore, ça sera peut-être un jour s'il y a des réglementations, mais ce n'est pas encore un problème de respect des règles, donc de police, puisque il y a des enfants qui n'ont pas de règles. C'est-à-dire qu'on décrète une zone à la marine protégée, mais sans lui mettre de règles. Donc on n'est même pas encore au niveau de faire respecter les règles. Ce qui devrait être fait, c'est qu'il y a des nouvelles annonces, de nouvelles marines protégées, des tailles extrêmement grandes dans des zones reculées du centre de l'Hexagone, et des annonces d'augmentation de niveau de protection ici ou là, mais en train d'attente de la plupart des autres. Oui, globalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des annonces pour que les gens qui ne connaissent pas les détails, on va vous dire qu'on fait des grandes marines protégées, donc très loin, là où il y a des attaques d'eau. Ça, c'est la grande spécialité des Français. Donc, on protège des zones qui sont déjà protégées. Donc, la bonne nouvelle, c'est que moi, on protège pour l'avenir. Mais par contre, on ne résout pas de problème actuel. Et après, sinon, on va sûrement avoir une litanie de noms, de petits confettis, ici et là, dans l'Hexagone, où on va les protéger ici, là. Donc, c'est bien. Peut-être qu'on va avoir des zones qui vont être protégées le long du littoral, à des endroits, donc ça va renforcer la protection à des endroits mais qui ne sont pas forcément sections de spécialité. Donc après, il va falloir aller voir ce qui se passe, etc. Au cas par cas. Et ça, c'est la grande théorie avancée par le gouvernement, qui a été avancée par Agnès Pannier-Runacher dans la presse et dans ses différents documents et interviews, et qui a été confirmée par Emmanuel Macron sur TF1 la semaine dernière, de dire on va faire au cas par cas, aller regarder dans la data, etc. Or, les consensus scientifiques, comme je le disais depuis tout à l'heure, disaient sur un cas par cas, c'est-à-dire que vous êtes une marque protégée, les techniques de périodicité sont interdites, et ensuite vous faites dans une zone de protection interdite toute la personne. Et donc, au lieu d'écouter la science, on va aller créer des monstres bureaucratiques. Et puis, on nous explique tous les matins au gouvernement qu'il faut alléger la charge bureaucratique dans le pays, etc. Et au lieu de faire ça, comme le demandent les scientifiques, on va faire très compliqué pour surtout ne pas trop embêter les intérêts économiques établis. Bon, on va terminer sur cette note d'espoir. Oui, avant de nous quitter et de vous annoncer qu'on parlera le mois prochain des animaux et que ce sera du végétarien. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, Marina Lévy a contribué à cet ouvrage à la documentation française L'océan en cette question. C'est une super anti-sèche pour toutes les réunions de famille. Voilà. Et puis, tout ça, non.
Voilà. Et aussi, donc, c'est sorti aux éditions de la Vallée de la Peste et Joachim y a contribué avec un certain nombre d'autres auteurs. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de vous être déplacés. Merci à nos invités et merci à l'Académie du climat de nous recevoir.